et plusieurs maisons luxueuses également qui étaient présentes à Néry à l'époque antique. À cela s'ajoutent donc des ateliers d'habitation un peu plus modestes et aussi des quartiers d'artisanat, de potiers, de verriers et de métallurgistes. Les chercheurs donc, estiment la superficie de Néry entre 50 hectares et 200 hectares. Ça varie en tout cas, comme vous pouvez le constater. La ville antique reprend plutôt bien les limites de la ville actuelle, avec donc des nécropoles qu'on remarque en limite de la cité, puisqu'à l'époque romaine, les nécropoles ne se situaient pas dans la ville, mais à ses sorties. Et donc on pense que la ville commence à péricliter, au IIIe siècle, et l'activité thermale s'emporte aussi, puisque les fouilles de Sophie Légard en 1999 sur les thermes sud montrent que les thermes commencent à être abandonnés à la fin du IIIe, début IVe. C'est pas simple. Donc, mais si la ville périclite, cependant, elle n'est pas abandonnée, puisque située sur un carrefour routier et marqueur du territoire, elle reste en place. Et au Moyen-Âge, donc du coup, elle va devenir le siège d'un archiprêtré, donc c'est un rang plutôt élevé au niveau religieux, et également le siège, un lieu de séjour plutôt de Pépin Ier, qui est le roi d'Aquitaine au IXe siècle. Donc ça reste une ville prestigieuse. Et au fil des siècles, du coup, Néry va continuer d'exister au milieu de tous ces vestiges. En témoigne, en 1559, Nicolas Nicolet, alors géographe du roi Charles IX, qui écrit un chapitre intitulé « Antiquité et bain chaud de Néry ». Au XVIIIe siècle, les antiquaires vont commencer à s'intéresser à la ville et les premières fouilles vont avoir lieu. Mais c'est surtout au XIXe siècle, du coup, qu'on va redécouvrir le Néry antique, puisque la bourgade rurale de Néry à l'époque va se transformer en ville thermale et de villégiature, et donc de nombreux travaux urbains vont avoir lieu. Alors on va redécouvrir le théâtre en 1810, qui va être transformé en promenade, donc c'est les arènes. En 1819, la construction des thermes actuels va mettre au jour les thermes romains. D'autres termes romains seront dégagés en 1847 auprès des Chaudes. Les aqueducs vont être cartographiés. La villa de Chébéarn va être dégagée en 1858. La citerne du Péchin également en 1859. Et donc de magnifiques maisons, des domus, à la villa des Cars et à la Croix-Coq vont également être découvertes. Alors toutes ces découvertes, à l'époque, surtout du monumental, vont donner une image un peu fantasque et grandiloquente de Néry. Vous voyez, les rues sont pavées, il y a des colonnes partout. Donc ça, c'est une image qui est tirée du livre de Moreau Néry, sobrement intitulé « Néry, capitale déco ». Ça vous donne une idée un peu de l'image qu'ils avaient au XIXe siècle et au début du XXe. Mais après donc, cette phase un peu d'engouement, les recherches vont diminuer, dans la première moitié du XXe siècle. On peut dire qu'il va y avoir la Première Guerre mondiale, la Seconde aussi, ça facilite pas les choses. Mais à partir de 1963, donc, il va y avoir une association qui va se créer, sur l'initiative de Jacques Gourvet, de Michel Desnoyers et de Maurice Pigou, la Société archéologique Aquanéry, qui va donc à nouveau étudier l'agglomération antique au moyen de fouilles programmées et de sauvetage. Donc celles-ci sont d'abord dirigées de 64 à 1968 par Jacques Gourvet, puis après il va partir donc fouiller à Châteaumeillan, une autre ville antique, et c'est Michel Desnoyers qui va reprendre la relève dès 1969. Donc à partir de 1967, les campagnes de fouilles régulières dans le cadre de stages nationaux auprès de cette société ont lieu à Néry et sont organisées par la Maison des Jeunes et de la Culture, de Montluçon. Il s'agit notamment des chantiers des grandes villes, qui est ici, la nécropole d'abord, qui est fouillée par Jacques Gourvet, ensuite les grandes villes en 1958, puis ils vont fouiller le Péchin de 69 à 73, c'est ce site-là qui va nous intéresser aujourd'hui, avant qu'il aille fouiller les Gliates, puis Chébéarn. Donc,
Le Péchin, donc la fouille du Péchin va se dérouler sur 5 étés, de 1969 à 1973. C'est avant tout une fouille de sauvetage, parce qu'à cet endroit-là, en fait, ils vont agrandir le cimetière. Donc voilà, en haut vous avez le premier cimetière et tout ça avec la nouvelle annexe. Et donc c'est cette partie-là qui va fouiller, comme vous pouvez constater sur cette photo-là. Donc pour mener ces fouilles, il va avoir l'aide d'un financement du département de la ville, et également il va profiter de la bienveillance du coup, de la municipalité de Néry qui va lui donner des sous, mettre à sa disposition un local, et aussi lui laisser un peu de télé pour traiter ce site. Donc alors, la première année, hop, il ouvre plusieurs sondages. C'est d'abord pour tester, voir s'il y a vraiment des vestiges ici ou pas. Et c'est plutôt, vous voyez, il y a des vestiges vers le nord, et donc du coup c'est plutôt révélateur d'une occupation. Donc au fil des autres années, il va ouvrir aussi. Donc en 1970, il ouvre un peu plus grand, 71 pareil, 72. Et donc à la fin de 72, ils vont boucher, donc c'est pour ça qu'en 73, c'est un tout petit, un tout petit secteur qui l'ouvre. Alors, comment il procède? Donc, il va faire un décapage avec une pelle mécanique, il enlève à peu près 40 cm de terre avant d'arriver sur les vestiges. Là, il va utiliser une méthode, donc vous voyez, c'est un carroyage, c'est des petits carrés. Donc ça, c'est une méthode d'archéologie issue d'un archéologue anglais. Donc c'est la méthode Wheeler, et ça permet de bien spatialiser les vestiges dans des petits carrés. Donc il y a des numéros, c'est un quadrillage, donc là c'est le numéro 2 et le K, donc ce carré c'est le numéro K2. Et donc ce qu'il trouve dans ces carrés, hop, le mobilier il le met dans des cagettes, et ce qu'il y a dans le carré K2, ce sera la cagette numéro K2. Alors, cette méthode de fluide elle a un avantage, c'est que ça laisse des bermes en élévation, et donc du coup, on peut voir la succession des couches archéologiques en fait, et ça permet de mieux dater ces couches. L'inconvénient, c'est que ces banquettes, ça cache un peu les vestiges, vous voyez, donc ça c'est des banquettes grises, c'est celle qu'il a laissées, et donc au fur et à mesure des années, il va les enlever. C'est pour ça que là, on voit dessous, mais ça permet d'avoir une vision d'ensemble en fait, des vestiges qu'il a découverts. Donc c'est des carrés de 4 mètres de côté à peu près. Et donc cette superficie ouverte, on estime à 750 mètres de carré qui a été fouillé. Donc, vous voyez dans l'ensemble, ça fait plein de vestiges qui ressortent. Donc il nous a fourni en plus de ce plan des rapports de fouilles qui restent assez précis au niveau de la stratigraphie. Donc il faut dire qu'on est au début des années 70, à l'époque, l'archéologie n'est pas encore professionnelle, donc il montre vraiment des méthodes avancées pour cette époque. Il s'attarde sur la description des vestiges, du mobilier, qu'il accompagne de photos et de planches de dessins réalisés par André Piboul. Il dresse un inventaire des plus beaux objets découverts, et il y a un phasage réfléchi des structures. Donc ici, vous voyez, toutes les structures que je vous ai montrées, elles ne datent pas de la même époque. Elles vont être construites au fur et à mesure. Et certaines structures qui existent vont disparaître au profit de d'autres. Malheureusement, donc, il nous manque des relevés et des plans pour toutes ces fouilles, et donc je peux vous fournir un phasage, mais il n'est pas complet parce que je n'ai pas toutes les informations. Puis c'est 40 ans après, donc il manque des données. Donc qu'est-ce qu'il en sort? C'est un site riche et très intéressant, car il y a différentes phases d'urbanisme qui vont se superposer et montrer que la ville vit, qu'elle va évoluer au fil des siècles. Alors, avant l'arrivée des Romains, ils pensent qu'il y a quelques vestiges qui datent de l'époque gauloise, notamment 2 petits trous de poteaux qui sont ici, qui peuvent être gaulois, mais ils sont mal datés, donc ils peuvent très bien aussi être d'une autre époque. Et ici un fond de cabane, donc c'est la photo que je vous ai mis, là on a quelques galets, et à côté un foyer qui marchait avec une fosse où on a retrouvé des céramiques de tradition indigène, effectivement, donc peut-être une petite occupation gauloise.
1er siècle, par contre, là, la ville, donc changement d'air, commence à y avoir une vraie occupation du site. Ça se manifeste donc, du coup, par un atelier de potier, puisqu'on retrouve effectivement 3 fours de potier, le four numéro 1, le four numéro 2 et le four numéro 3. Et un peu partout sur le site du Péchin, il va y avoir des dépotoirs. Donc, généralement, c'est des fosses où les gens à l'époque mettent leurs déchets. Ils n'ont pas de décharge publique de l'époque. Et donc dans certaines, on va retrouver également des creusets qui servent donc, du coup, à faire fondre le métal. Donc, en plus des ateliers de potier, probablement que dans le secteur, il y avait aussi un forgeron ou quelqu'un qui menait une activité métallurgique. Dans la deuxième moitié du 1er siècle, hop, on arrive sur une nouvelle occupation. Alors on a plusieurs éléments de tombes à incinération, des tombes d'enfants, qui sont voilà, à l'est, à l'ouest, je ne sais plus, Mexico. Et donc probablement une nécropole. Et ça fonctionnerait avec le fait que les bâtiments, donc on a les premiers bâtiments de cette époque qui arrivent, mais qui s'arrêtent dans cette zone. Une voie qui passe au nord, ici. Et donc là, on est encore en périphérie de la ville, mais pas dans la ville. Et donc une nécropole peut-être qui commence à se développer dans ce secteur. Mais très vite, donc, la ville s'agrandit, une véritable croissance, et plein de bâtiments vont apparaître vers le début du IIe siècle et vont perdurer jusqu'à la première moitié du IIIe. Donc, on remarque qu'on a toujours cette voie, un bâtiment qui s'aligne sur cette voie avec les galeries des nouvelles. Donc, je vous ai mis une petite photo à côté de ce à quoi ça pouvait ressembler à l'époque. On a un autre ensemble de bâtiments au sud, un ensemble violet, donc c'est un autre ensemble qui est construit en matériaux périssables, et ici un autre bâtiment avec des enduits peints et des sols en mortier, donc vraiment quelque chose d'artisanal, un bâtiment résidentiel. À ça s'ajoutent quelques puits, donc il y a une vraie gestion aussi de l'eau dans ce quartier, puisqu'on a des puits, on a des bassins que je vous ai mis, c'est les petits carrés bleus, et des caniveaux qui servent soit à l'écoulement des eaux de pluie, soit une induction pour apporter l'eau ailleurs. Donc, je me suis amusé à voir un peu la trame, si ces bâtiments étaient les mêmes, et en fait, pas tout à fait. Donc, on remarque que le bâtiment vert et le violet sont orientés ils ont la même orientation de trame, que le bâtiment rouge, il est bien orienté sur la voie. Par contre, les deux ne sont pas tout à fait bien dans le même axe. Voilà, c'était pas forcément le même ensemble. Au IVe siècle, du coup, la ville semble décroître, on a moins de traces. Monsieur Desnoyers, Michel Desnoyers, a trouvé que 2 monnaies de Constantin dataient du IVe siècle, dont une dans le bâtiment vert. Donc probablement que peut-être qu'au IVe siècle, ce bâtiment est encore utilisé. Il faut savoir donc que c'est un bâtiment plutôt bien conçu, avec donc, un sol en mortier et des enduits peints. Donc du coup, il a pu perdurer plus longtemps. C'est le cas, par exemple, sur la villa de Chédéen, si vous l'avez visité. Dans la partie résidentielle, ils ont retrouvé donc, des éléments qui datent aussi également du IVe siècle. Je parle, il y a plein de notes. Et donc tout ça, ça a été fouillé dans ces années-là. Et le mobilier a été récolté, tout ça, mais ça n'a pas été traité véritablement depuis ces 40 années. Donc c'est resté un peu sous silence. Voilà. Et en 2011, du coup, un nouvel intérêt pour la ville apparaît avec la mise en place d'un programme collectif de recherche sur l'Algérie antique. Donc il est coordonné par Claudine Gérardi, ici présente. Et donc il va regrouper de nombreux chercheurs, archéologues et universitaires venant de plusieurs endroits de la France, même d'Italie, c'est pour vous dire un peu le rayonnement du débat. Et l'objectif, donc je cite, est de reprendre les données archéologiques issues des fouilles anciennes pour dresser un état des connaissances les plus précis sur une ville.
Son but est, je recite à nouveau, de mieux comprendre l'agglomération antique de ses origines au Moyen-Âge sous différents aspects tels que l'urbanisme, la place des morts, la religion, le thermalisme, l'économie, l'habitat, le tout en constituant une carte archéologique. Donc ça, c'est le but de ce PCR. Et donc déjà, il y a des résultats qui sont assez révélateurs du dynamisme de ce projet, puisque donc, plusieurs fouilles ont eu lieu pour reprendre les trames des bâtiments anciens. Donc Carlotta Franceschelli a fouillé Péchin. C'est pas le même site que je vous ai présenté, c'est un site qui a été fouillé au XIXe siècle par un autre chercheur, Esmodo. Ici, Jérôme qui a repris la fouille de Michel Denoli, donc Michel Denoli c'est lui, celui qui a fouillé Péchin. Il y a également donc, des prospections géophysiques pour retrouver les tracés des aqueducs, des études qui ont été menées sur les inscriptions, ainsi que sur le lapidaire. C'est le cas ici, je vous ai une photo d'une étude du lapidaire par Magia Luceo sur la frise qui a été trouvée au Murgal. Et également donc, plusieurs mémoires qui font l'inventaire des vestiges découverts sur la ville de Néry et également sur sa campagne. Donc ici une prospection de sol avec des prospections qui ont été menées autour de Néry. Voilà. Et également donc c'est la reprise de tout le mobilier issu des fouilles anciennes, qui est donc en cours de traitement, afin d'être inventorié, valorisé et intégré à l'ensemble des analyses portant sur la connaissance de la ville antique, donc à commencer par le Péchin. Le mobilier issu des fouilles anciennes du Péchin était stocké dans un local mis à disposition par la mairie. Plus de 40 ans après sa découverte, ce mobilier commençait à se dégrader et les cagettes étaient en mauvais état. Il était devenu urgent de s'intéresser de nouveau à cette collection et de sauvegarder cette masse conséquente de données archéologiques. À terme, l'état des lieux de ces collections permettra de gérer de manière raisonnée le mobilier, de le mettre à disposition des chercheurs et éventuellement de sélectionner de nouvelles pièces qui pourraient intégrer les vitrines du musée. Pour pouvoir mener à bien ce travail de longue haleine, il était indispensable de commencer par reconditionner le mobilier et en faire l'inventaire. Donc, je vais maintenant vous expliquer la méthodologie mise en œuvre lors de cette première étape. Donc, tout au long de notre mission d'inventaire et de reconditionnement du mobilier archéologique, nous sommes encadrés par Claudine Gérardi, Émilie Thomas et Marilène Corté. Pour ce travail, nous suivons le protocole mis en place par le ministère de la Culture et actuellement utilisé pour la gestion des collections dans les dépôts de fouilles d'Auvergne. Cette procédure repose sur un système de sachets et de caisses standardisées. Le mobilier est trié par matériaux, les pièces remarquables sont photographiées et l'ensemble des données est enregistré dans une base informatique. Nous sommes installés dans le musée gallo-romain, dans la véranda côté jardin, et nous disposons d'un barnum mis à disposition par la mairie pour le stockage du mobilier avant reconditionnement. Les cagettes contenant le mobilier issu des fouilles du Péchin sont entreposées dans un local de la ville. Avec l'aide des agents techniques, nous les transportons en grande quantité au musée. Elles sont stockées temporairement sous le barnum, puis nous les transférons au fur et à mesure dans la véranda pour traitement. Pour chaque cagette, un protocole précis est mis en œuvre. Il a deux objectifs majeurs, sauver le mobilier et sauver les indications relatives au lieu de découverte de ce mobilier. L'état de conservation des cagettes est très variable, comme vous pouvez le voir. La procédure de traitement des cagettes est la suivante. Donc, nous devons dans un premier temps trier les éléments par type de matériaux. Le mobilier au sens strict d'une part et les prélèvements d'autre part. Parmi le mobilier, nous distinguons la céramique, le verre, le métal, l'enduit peint, le stick et la terre cuite. Parmi les prélèvements, nous distinguons les ossements animaux, la matière organique transformée par l'homme, comme de l'os taillé, la matière organique non transformée par l'homme, comme des noyaux, et enfin les prélèvements, tels que le charbon, des scories ou le mortier. Ce tri permet d'isoler des collections dont la conservation est différente. Par exemple, l'os ne se conserve pas comme le métal. Certains objets nécessitent en effet un climat de conservation particulier. Pour exemple, les métaux doivent être conservés dans une atmosphère sèche
et à une température stable pour éviter l'apparition de corrosion pouvant détruire l'objet et donc nous priver de son exposition au public ainsi que de son étude éventuelle. De plus, certains matériaux métalliques s'autodétruisent. C'est notamment le cas du fer et de l'alliage cuivreux qui doivent donc être conditionnés séparément. Une fois ce tri effectué, nous mettons les éléments dans des sachets. Nous utilisons autant de sachets que de types de matériaux et autant de sachets par matériau que nécessaire. Afin de toujours conserver le lien entre le mobilier et sa provenance, il nous faut ensuite repérer les cagettes, les indications inscrites sur les cagettes. Il s'agit du numéro de la cagette et du lieu de découverte des éléments. Le fait de garder en mémoire l'emplacement initial de l'objet sur le site de fouille permet la datation et l'interprétation des couches archéologiques. Ces indications sont parfois complètement ou partiellement effacées. Quand elles sont lisibles ou au moins déchiffrables, elles se révèlent être de qualité très variable. Voici quelques exemples des différents niveaux de précision qu'on trouve sur les cagettes. Péchin D2 enduit, donc là ça fait référence au carroyage dont parlait Simon, ou Péchin S1 Jean-Paul niveau cloison, ou encore simplement Péchin. Ces indications nous donnent des renseignements sur le carroyage dans le meilleur des cas. Nous n'avons globalement que très peu de renseignements sur la stratigraphie, même si la notion est maîtrisée par Michel Desnoyers et son équipe. De manière générale, la délimitation spatiale est privilégiée à la chronostratigraphie. C'était les méthodes de l'époque. Dans certains cas, plusieurs indications contradictoires sont inscrites sur une même cagette. Ces renseignements sont ensuite reportés plusieurs fois sur différents supports. Sur les sachets, sur les étiquettes plastifiées placées dans les sachets et dans la base de données informatisée. Une fois complétés, les sachets sont numérotés et rangés dans des caisses standardisées, elles-mêmes numérotées. Nous avons rempli un peu plus de 250 caisses, ou plutôt comme ça. Pour finir, il faut saisir l'ensemble des renseignements dans la base de données informatique. Cette base de données nous permettra de retrouver les collections pour d'éventuelles nouvelles recherches, mais aussi de garantir le suivi sanitaire des objets et de sélectionner des objets pouvant regagner les vitrines du musée de Néry. À chaque ligne correspond un sachet. Pour chaque sachet, nous indiquons son numéro, le numéro de la nouvelle caisse à laquelle il appartient, le numéro de l'ancienne caisse dans laquelle le mobilier qu'il contient était stocké, et enfin le lieu de découverte et le type de mobilier qu'il contient. Cette préétude nous a permis de redécouvrir beaucoup de fragments de céramique, de verre, de métal et aussi de beaux objets. Outre une meilleure conservation de ces collections, cette mission d'inventaire permet aussi d'apporter quelques éléments supplémentaires pour notre connaissance du site du Péchin. Vincent Serra va maintenant vous présenter un aperçu de ce qui ressort de ce travail. Alors donc je vous propose à présent d'aborder le contenu des cagettes qu'on a reconditionnées pendant 2 mois et d'évoquer aussi avec vous quelques découvertes essentielles. Alors on aurait énormément de choses à dire au sujet du contenu de ces cagettes et bien sûr on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail de tout évoquer, mais l'idée essentielle à retenir déjà, c'est que ces objets confirment que le quartier du Péchin semble bien avoir été un quartier artisanal et aussi peut-être résidentiel à l'époque romaine. Donc comme vous pouvez vous en douter, les objets découverts au cours des fouilles archéologiques, ce sont bien sûr des témoignages du passé et ils renvoient directement à la vie quotidienne des habitants, en l'occurrence de Néry-Magus. Alors j'ai commencé à aborder l'ensemble des objets contenus dans ces cagettes et je commence par l'élément que l'on retrouve le plus fréquemment, en des quantités énormes, astronomiques, n'ayons pas peur des mots, et qui, je pense, est encore bien en dessous de la réalité. En fait, en réalité, je pense qu'il y a quelques millions de tessons qui doivent encore être enfouis dans les sous-sols de la ville actuelle. Donc voilà, j'ai évoqué simplement quelques aspects essentiels. Donc le premier élément intéressant à aborder, c'est la céramique de l'époque gauloise. Donc, vous le savez peut-être, l'étude des céramiques
l'un des apports essentiels, c'est d'apporter des éléments de datation. Les céramiques en archéologie sont étudiées depuis plus d'1 siècle. Et du coup, on est capable maintenant, depuis même un petit moment, on est capable de bien les dater. Donc on sait reconnaître par exemple les céramiques de l'époque gauloise, les céramiques d'époque gallo-romaine, ou celles de l'Antiquité tardive, du Haut-Moyen-Âge, etc. Donc ici, vous avez en diapositive des amphores. En fait, il se trouve que Michel Desnoyers et ses équipes ont sorti du sous-sol du Péchin plusieurs fragments d'amphores d'un type particulier que l'on appelle le type Dressel 1. Donc ces amphores venaient très souvent d'Italie et servaient à exporter l'Oma Roma. Donc il n'est pas étonnant qu'on en retrouve en Gaule. Pour vous donner une meilleure idée, vous avez donc à l'écran ce que l'on retrouve effectivement dans les caisses, donc des tessons qui ne sont pas toujours facilement identifiables. Et pour vous donner aussi donc, une meilleure idée, vous avez actuellement exposé au musée gallo-romain de Neri une amphore Dressel 1 complète. Donc voilà, ça vous permet de vous rendre mieux compte de l'objet une fois qu'il est complet. Le problème, c'est que pour cette amphore spécifiquement, on ne sait pas pour l'instant d'où elle provient. Donc il faut savoir par exemple que dans la réserve du musée de Neri, on a aussi des amphores Dressel 1 qui proviennent d'un site, du site de Châteaubriand qui est situé à peu près à une centaine de kilomètres de Neri. Donc là, il n'est pas impossible que cette amphore puisse en provenir. Donc nous, on se concentre bien sûr sur ce qu'on retrouve, donc ces tessons, et en fonction des bords, on est capable maintenant d'estimer un nombre d'individus, un nombre d'amphores. Et pour le moment, en fonction de ce qu'on a retrouvé dans les cagettes de mobilier, on estime qu'il y a à peu près au maximum une dizaine d'amphores à 20, donc probablement romaines, de type Dressel 1. Et cet amphore envoie notamment au 1er siècle avant notre ère. C'est une fourchette large. Ensuite, accompagné de ces amphores, on retrouve ceci, des céramiques qui semblent être mal fabriquées. En réalité, pas spécialement, ce sont des céramiques dites de tradition indigène. Tout simplement, elles sont fabriquées sans recourir à l'usage du tour du potier. Donc ce sont des céramiques non tournées. Et en l'occurrence, ici, vous avez des céramiques qui sont probablement modelées. Donc ici, vous avez, pour donner une meilleure idée, un vase retrouvé dans les réserves du musée de Neri. Et en fait, nous, on a affaire plutôt à ce genre de choses, des tessons souvent informes, mais quand on les voit de près, on se rend compte que ces céramiques ne sont pas tournées. Donc on est ici clairement dans une tradition indigène, une tradition de fabrication gauloise. Donc, a priori, à première vue, donc, comme le disait Simon tout à l'heure, on a bien des traces d'occupation gauloise sous le quartier actuel du Péchin. Par contre, ces traces sont vraiment très ténues, très disparates, et pour le moment, c'est impossible de parler d'une ville à l'époque gauloise. C'est impossible. On peut simplement dire que le site était déjà fréquenté à l'époque gauloise, mais on ne sait pas encore dans quelle mesure. Donc, dans tous les cas, il s'agit d'un élément qui a déjà été observé par Michel Desnoyers, on l'a retrouvé finalement dans un rapport de fouille, mais cet élément n'avait jamais été étudié, signalé jusqu'à maintenant. Donc c'est un petit peu une redécouverte finalement. Donc les céramiques, ensuite, elles continuent à nous renseigner, donc on arrive à l'époque romaine. Ces céramiques sur le secteur du Péchin fouillé par Michel Desnoyers, ces céramiques deviennent extrêmement abondantes. Donc là, on peut raisonner sur des dizaines et des dizaines de milliers de tessons, peut-être même 100 000 tessons déjà sont passés entre nos mains. Donc là, clairement, du point de vue de la céramique retrouvée dans les cagettes, on se rend compte qu'on est sur un site qui devient extrêmement fréquenté. Donc il est tout à fait possible, même probable, et c'est même sûr, qu'on est déjà dans un quartier d'une ville romaine à cette époque, c'est-à-dire entre le changement d'ère et au moins jusqu'au IIIe siècle. Ensuite, si on avance un tout petit peu dans le temps, donc on arrive à l'Antiquité tardive et au IVe siècle, là les céramiques, bon, elles sont encore difficiles à identifier, on y arrive quand même, on en a trouvé quelques tessons, mais ce que l'on voit, c'est que la fréquentation du site du Péchin, donc fouillé par Michel Desnoyers, donc ce secteur-là semble de beaucoup moins fréquenté qu'à l'époque romaine, on est même sur des occupations extrêmement restreintes. Donc c'est aussi la trace de la ville antique de Neri, de Navimagus, donc diminue, périclite peut-être, enfin se réduit très considérablement.
On a également aussi quelques éléments de céramique d'époque mérovingienne et carolingienne, ce qui permet finalement de dire que la ville antique de Méry périclite, mais ne disparaît pas, elle continue à être occupée. Ça reste encore à déterminer en fonction de nouvelles fouilles, peut-être des futures études spécialisées des céramiques. Mais quoi qu'il en soit, on a ici peut-être finalement un nouvel élément sur la chronologie de la ville, puisque donc on pensait que la ville périclitée au IIIe siècle, en réalité, elle continue au moins un petit peu à être occupée. Mais bien sûr, ça semble vraiment limité en regard de tout ce qui se passe durant le Haut Empire romain. Alors, je reviens sur l'époque romaine, c'est surtout ça qui va nous intéresser pour cette partie. Donc, il faut absolument évoquer quelque chose d'essentiel au niveau des découvertes du site du Péchin, un atelier de céramique, donc de l'époque romaine, sinon on avait signalé tout à l'heure. Donc, peut-être finalement le plus beau témoignage de cet atelier de céramique, c'est ce morceau de sol qu'on a retrouvé dans les réserves du musée. Donc, ce morceau de sol, qu'est-ce que c'est? Je vous l'explique tout de suite. Ça fait partie, c'est l'un des éléments essentiels pour la cuisson des céramiques. Ici, je vous ai mis une coupe d'un four de potier reconstitué. Donc, vous avez ici en 1 ce qu'on appelle la fosse du potier, c'est l'endroit où le potier travaille, vient notamment alimenter en 2 son foyer. Donc, vous avez ici le canal de chauffe, qu'on appelle aussi l'amandier. Donc, ce foyer chauffe ici une pièce qui s'appelle le laboratoire, c'est cette pièce, cet espace qui contient donc le chargement de céramique qui est donc empilé et qui doit cuire. Ensuite, en 4. En 5, vous avez la couverture du four, ce sont souvent des fragments de tuiles, tout simplement. Et donc, la pièce qui nous intéresse ici, donc la sole, c'est ce que vous avez en 3, c'est la partie en fait, qui sert de transition ou d'intermédiaire entre le foyer et le laboratoire. Donc, bien sûr, ça supporte la marchandise et vous avez une sorte de barrière qui empêche le feu de brûler les céramiques. Vous avez quand même ici des trous qui laissent passer l'air chaud. Donc voilà, cette pièce ici a été retrouvée. Ça peut tout à fait figurer dans une vitrine de musée. Une fois restaurée. Alors pour l'instant, du point de vue des objets archéologiques qu'on a retrouvés dans les cagettes, c'est difficile d'estimer ce qui a pu être fabriqué, quelles céramiques ont été fabriquées dans ce four, dans ces fours situés donc au Péchin. Bon, toutefois, on suppose que les fameuses céramiques sigillées ont pu être fabriquées dans ce secteur. C'est du moins ce qu'indique Michel Desnoyers dans ses rapports de fouilles. Mais pour le moment, un petit problème, on n'a pas encore retrouvé aucun des outils signalés par cet archéologue. Donc ça pose pour l'instant problème. En particulier, au niveau des outils des artisans, signalés par Michel Desnoyers, on a donc les fameux moules. Donc ici, vous avez un fragment de moule. Donc Michel Desnoyers en signale au moins 5 ou 6 morceaux, fragments. Et en fait, cet outil, tout simplement, permet de fabriquer ce genre de céramique-là, très décoré, en sigillé. Donc l'artisan potier en fait installe la céramique dans ce moule et en fait en gonflant, en appuyant dessus, les décors finalement s'imprègnent, la céramique s'imprègne des décors qui sont installés en creux dans ce moule. Donc un outil évident pour la fabrication des céramiques sigillées, et vraiment spécifique pour les céramiques sigillées. Donc voilà, Michel Desnoyers en signale plusieurs fragments, pour le moment on ne les a pas encore retrouvés. Il signale aussi ce qu'on appelle des poinçons matrices. Donc, autre outil de fabrication pour les céramiques sigillées. Donc, ici, en arrivant, ce sont des fragments, c'est un des fragments retrouvés par Michel Desnoyers et mentionné dans son rapport de fouille. Ici, donc c'est un objet qui fait peut-être 5-6 cm. Vous avez ici la tige, donc c'est par là qui tenait son outil. Et ici, vous avez la base décorative, donc, qui est photographiée ici. Donc, pendant longtemps, on n'a retrouvé aucun fragment et miraculeusement, dans une pièce qui n'était pas. Le mobilier contenu dedans n'était pas lavé. Donc, finalement, c'était une chance pour nous. On s'est rendu compte qu'il y avait un objet un peu bizarre et quand on l'a lavé, on s'est rendu compte que c'était une tige de poinçon matrice. Donc, du point de vue
des objets retrouvés dans ces cagettes, c'est pour l'instant notre seul indice qu'un atelier de sigillé a pu être installé sur le site du Péchin. Donc pour l'instant c'est très modeste, mais c'est un indice. Il faudrait si possible retrouver les autres outils. Donc aussi, juste une petite information au sujet de cette céramique. On a longtemps pensé que c'était une céramique dite luxueuse. En réalité non, c'est une céramique qui est extrêmement abondante, fabriquée en des millions d'exemplaires, par exemple sur le site de Lezou. On a fabriqué aussi beaucoup dans l'Allier. Donc ces céramiques sont courantes, mais par contre elles témoignent bien sûr d'un raffinement, puisqu'elles sont très décorées, elles sont souvent vernies, il y a une belle couleur rouge. Donc c'est un petit peu une vaisselle un petit peu tape à l'œil, et finalement on les rencontre sur les tables des repas, les tables de Monsieur Tout-le-Monde. Donc les gens vont par exemple manger dedans, c'est de la vaisselle de service. Je change de type de céramique, et j'évoque aussi très rapidement les terres à migras, donc un autre type de céramique assez raffiné, donc, qui ont une forte qualité esthétique. En fait, ce qui se passe pour le site du Péchin, et même pour l'ensemble des fouilles menées sur Néry, c'est que ces céramiques sont retrouvées en très grande quantité. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi M. Gourvès qui a fouillé à Châteaubriand. Donc lui aussi a trouvé beaucoup de céramique, de terre à migras ou de céramique dite fumigée. Et en fait, l'ensemble de ces deux fouilles a servi de base pour publier une étude de référence qui fait encore référence aujourd'hui. Donc voilà, du coup, cette étude publiée sert de référence pour le Massif central. Et si cela vous intéresse, vous pouvez taper dans Google sur Internet donc Ménez 1989 et vous retrouverez l'article qui reprend donc toutes les formes de céramique terre à migras trouvées notamment à Néry-les-Bains et aussi à Châteaubriand, avec parfois des éléments de datation qui aujourd'hui maintenant sont par contre obsolètes. Mais par contre le catalogue des formes en terre à migras fonctionne. Sachant aussi que Yves Ménez est une personne qui a fouillé avec les équipes de Michel Desnoyers. Donc je passe à un autre type de céramique, donc là des amphores en l'occurrence. Donc il s'agit d'une amphore qui est facile à reconnaître puisqu'elle a une panse très arrondie, c'est ce qu'on appelle la trécelle 20. Cette amphore a été produite à plusieurs millions d'exemplaires dans l'ancienne région de la Belgique, donc on est tout à fait au sud de l'Espagne et au sud du Portugal. Et cette région, en fait, là-bas, on a produit beaucoup d'huile d'olive, et en fait, les producteurs, donc à côté, il y avait aussi des potiers qui ont fabriqué donc, le moyen de conditionner cette huile et de le transporter à travers tout l'Empire romain. Donc, on en retrouve en très grand nombre partout dans l'Empire romain, et notamment sur le site du Péchin, on en rencontre en des quantités, là aussi, presque astronomiques. On en trouve beaucoup. Donc finalement, ces grandes quantités nous amènent à nous poser quelques questions. Donc est-ce qu'il n'y a par exemple que les habitants de Nério-Magus qui ont consommé cette huile d'olive, donc ils étaient vraiment très friands. Autre question aussi, est-ce qu'on n'aurait pas finalement peut-être un relais commercial d'huile d'olive à Néry-les-Bains? Donc c'est une hypothèse intéressante qu'il ne faut pas exclure, qui demande à être étudiée, sachant qu'en plus autour de Néry-les-Bains on a des voies romaines signalées par Simon tout à l'heure, et aussi Nério-Magus, Magus signifie place de marché, donc peut-être effectivement qu'on a bien un relais commercial à voir. Autre proposition aussi, autre hypothèse, cet ensemble important d'amphores à huile, donc cette huile a peut-être pu servir à la consommation donc pour les repas, etc. Mais peut-être aussi, vu qu'on est dans une ville thermale, peut-être que cette huile a servi aussi d'huile de massage finalement. Donc il ne faut pas l'exclure. Est-ce qu'il s'agissait aussi d'utiliser cette huile pour l'entretien du corps, de la peau? C'est pas non plus à exclure. Donc voilà, et oui, donc je vous ai aussi mis cette photo pour vous montrer que ces amphores sont souvent timbrées. Donc on a souvent des estampilles sur les anses de ces amphores, donc des timbres, et donc des marques en fait faites par des potiers.
souvent, donc, ces estampilles donnent des indications, par exemple, sur la provenance de l'île ou de l'amphore. Ça peut aussi donner des indications sur la destination de l'amphore. Ça peut donner aussi d'autres informations. Là aussi, il faudrait réaliser les études. Je passe tout à fait à un autre type de céramique, extrêmement abondant sur le site du Péchin, mais en fait abondant sur tous les sites gallo-romains lorsqu'on les fouille, on les retrouve systématiquement. Il s'agit donc de la vaisselle du quotidien, des céramiques utilisées par les habitants au quotidien. Donc par exemple, d'un tas de céramiques que l'on retrouve habituellement dans les cagettes, les tas sont parfois beaucoup plus volumineux, on trouve notamment par exemple des fragments un grand nombre de fragments de colle de cruche. Donc voici une cagette, les colles, les fragments de cruche, les rebords sont isolés, et vous avez ici une cruche complète exposée au musée de Néry. Donc les habitants bien sûr s'en servaient pour par exemple puiser de l'eau ou pour se servir de l'eau à table. Ici vous avez un mortier, donc on en retrouve aussi beaucoup de fragments dans les cagettes. Donc les mortiers servent à préparer les repas, donc on utilise les mortiers comme aujourd'hui, ça sert à broyer les aliments. Et vous avez ici un bec verseur qui permet de déverser les aliments, mais aussi les jus issus de ce broyage. Également vous avez des marmites qu'on peut retrouver en grand nombre, des marmites extrêmement courantes, ces marmites. Donc ici c'est pour, bien sûr, pour chauffer, facture les aliments, notamment les bouillies. Et ici, on peut constater que cette marmite aussi est exposée au musée gallo-romain de Néry. N'hésitez pas à aller voir. Vous avez ici, donc, je ne sais pas si ça apparaît bien sur la diapo, si. On a des traces sombres, en fait ce sont des traces de suie, et en fait tout simplement ça signifie que cette céramique est passée au feu, ou elle est passée en tout cas sur des braises de l'incandescence, donc cette céramique a bien été utilisée par les habitants de Néry-les-Bains, de Nery-Magus, s'en sont servis pour préparer leur repas. Et dernier petit exemple de céramique fréquente, les dolias, donc dolium au singulier, dolia au pluriel, donc tout simplement destiné au stockage des céréales. Donc là en l'occurrence, ce dolium est exposé lui aussi au musée de Néry. Il a peut-être une capacité de stockage de l'ordre de 50, 60, 70 litres. Il faut savoir qu'ailleurs en Gaule, on en trouve des individus beaucoup plus grands, notamment par exemple en Narbonnaise, à Lyon ou encore en Italie, des individus, donc des dolias, où on pourrait rentrer en entier dedans et se cacher. C'est vraiment des individus qui peuvent être vraiment gigantesques. Alors je change maintenant de type d'objet. Je passe du coup à ce qu'on appelle des figurines en terre blanche. Ce sont de petites statuettes. Donc ces petites statuettes, on en retrouve beaucoup, notamment dans l'Allier, puisqu'on a un important secteur de fabrication de ces figurines dans toute la vallée de l'Allier, par exemple à Vichy, mais aussi à Toulon-sur-Allier, à Yzeure, à côté de Moulins, etc. On a peut-être une dizaine d'ateliers à tester pour le vin, et un en Corrèze. Du coup, alors ces figurines, donc ce qu'on retrouve, nous, bien sûr, ce sont des fragments. Donc on a peut-être inventorié quelque chose comme plusieurs dizaines de fragments, de petites statuettes, et vous avez ici deux statuettes qui ont été sorties de la vitrine du musée pour les photographier et vous les montrer. N'hésitez pas à voir ces vitrines. Donc ce qu'on peut retrouver ici, par exemple, pour cette Vénus, puisque c'est une Vénus, donc vous avez ici une tête qui peut correspondre à ce genre de figurine. Ici, vous avez une main gauche, je ne sais pas si ça va bien. Vous avez donc une main gauche qui tient un drapé, et vous avez ici la jambe de gauche. Donc, si on voit bien, en fait, ça correspond à cette partie-là de la figurine. Également ici, donc répertoire animalier, vous avez donc une aile d'oiseau, une aile de pigeon, et vous avez donc son équivalent sur cette figurine complète. Donc vous pouvez voir sur cette diapositive au niveau de l'iconographie, des modèles utilisés pour ces statuettes, on a souvent eu recours au répertoire divin. Donc on utilise souvent des divinités pour ces représentations. Mais aussi, par exemple, vous avez le répertoire animalier qui est largement utilisé. Vous avez d'autres répertoires, par exemple des fruits, des pommes, des noix, ça arrive fréquemment.
On peut se demander à quoi servaient ces objets. Donc on avance très souvent qu'il s'agit en quelque sorte d'images pieuses. Effectivement, c'est sûrement le cas. On a vraiment une vocation cultuelle associée à ces figurines. On en retrouve beaucoup, notamment dans les sanctuaires. Également aussi dans les maisons, donc chez les habitants, vous pouvez avoir, par exemple, dans l'angle d'une pièce, vous pouvez avoir un petit hôtel, un mini sanctuaire. Et sur cet hôtel, en fait, on peut retrouver des figurines. Donc c'est aussi la preuve que les habitants avaient leur petit espace sacré où ils pouvaient prier leur divinité, notamment à travers ces statuettes. Également aussi, ces figurines, on les retrouve dans les sépultures. On en retrouve un certain nombre, donc peut-être pour accompagner le défunt dans l'au-delà, en guise d'offrande aux divinités. Alors je passe à un autre type d'objet, donc les lampes à huile. Donc on a peut-être inventorié quelque chose comme une vingtaine de fragments, dans l'ensemble des pièces qu'on a pu traiter en 2 mois. Et là aussi, donc, ces lampes à huile font de nouveau écho à celles qui sont exposées au musée gallo-romain de Néry. Donc bien entendu, les habitants s'en servent pour s'éclairer notamment la nuit, mais aussi pour s'éclairer dans les pièces sombres, telles que les caves par exemple. Autre type d'objets retrouvés dans les cagettes, donc là aussi en quantité gigantesque, peut-être pas autant que les céramiques, mais c'est vraiment l'élément qu'on retrouve le plus dans les cagettes après des fragments de céramique. Donc il s'agit des ossements. Donc en fait c'est une chance pour les chercheurs en archéologie parce que, si vous voulez, les terres situées autour de Néry sont plutôt globalement des terres assez acides, puisque la terre ici repose sur des couches géologiques de type granit, et le granit, quand il se délite, eh bien, il a pour effet de beaucoup acidifier les terres agricoles notamment. Et ce qui se passe en fait, c'est que si vous avez des terres acides, tout ce qui peut contenir du calcium a tendance à être attaqué, à être dissous, à être un petit peu digéré finalement par ces terrains. Donc là, on a vraiment une grande chance parce que le sous-sol de la ville de Néry actuelle est un milieu apparemment plus favorable pour la conservation, c'est un milieu plus protecteur. Donc ça explique pourquoi aussi on en a retrouvé en telle quantité, plusieurs milliers de fragments sans aucun problème. Des fragments de toute taille que vous voyez sur cette diapositive. Donc nous ne sommes pas spécialistes, mais je pense qu'on ne se trompe pas trop si on estime qu'il s'agit la plupart du temps d'ossements animaux. Par exemple, on a pu identifier, avec l'aide des spécialistes, on a pu identifier du porc, du mouton, des chèvres ou autres animaux. Également aussi, toutes les parties des squelettes peuvent être observées. Donc ici, vous avez des mandibules, ici et là. Ici, vous avez un fragment de côte. Là, vous avez, si je ne me trompe pas, des fragments de membres inférieurs, des pattes. Et également aussi, donc, des cornes. On en retrouve un certain nombre. Aussi également des morceaux de crâne. Ici, apparemment, il faut me croire, sur parole, un morceau de vertèbre. Alors peut-être aussi que vous vous posez la question, est-ce qu'on a retrouvé des ossements humains? La réponse est oui. En fait, on pense avoir retrouvé le contenu d'une sépulture. Donc on a confié ces ossements à un spécialiste très récemment, il y a quelques jours. Et en fait, on a eu les premiers résultats. Donc on a retrouvé la partie d'un squelette d'une personne de sexe indéterminé, puisqu'on n'a pas les éléments qui permettent de déterminer le sexe. Par contre, ce qu'on sait, c'est que cette personne a plus de 20 ans, donc c'est bien un adulte. Il avait beaucoup de caries. Et donc voilà, le squelette était incomplet, puisqu'on avait retrouvé surtout la mâchoire inférieure, beaucoup de morceaux de côte, le sternum aussi en partie, ainsi qu'un bras droit. Donc voilà, pour l'instant, ce qu'on peut dire pour ces ossements humains. C'est sûrement une sépulture que tu mentionnais tout à l'heure. Ensuite, j'attire votre attention maintenant sur des traces de découpe sur de nombreux ossements, pas sur tous. Ah oui, oui, donc des ossements animaux, on n'a pas découpé de l'humain. Donc oui, là je suis retourné sur les ossements des animaux. Donc on a de nombreuses traces constatées sur beaucoup de fragments, mais pas sur tous. Donc en fait on a trouvé 2 types de découpe. Donc ici vous avez le premier type de découpe.
Et ici, finalement, c'est la preuve qu'on a découpé avec un outil tranchant de la chair directement sur l'os. Donc, étant donné le grand nombre de fragments d'os qui portent ces marques, on est en droit de penser qu'il s'agit ici de l'accumulation des déchets de cuisine, ou alors l'accumulation des restes des repas pris par les habitants du quartier. On ne peut pas non plus exclure pour l'instant l'hypothèse selon laquelle il pourrait y avoir ici des déchets qui appartiennent à une boucherie, qui se seraient peut-être localisés à proximité. Toutefois, il faut être extrêmement prudent. Les spécialistes nous ont avertis, en fonction des échantillons qu'on leur a amenés pour avoir des premiers éléments d'information, il faut être extrêmement prudent, il faut absolument inspecter la totalité des ossements récupérés pour pouvoir se prononcer. Pour l'instant, ce sont des hypothèses qui demandent à être vérifiées. Ensuite, deuxième type de découpe retrouvé, donc des ossements complètement découpés, des ossements sciés. Donc là aussi, ces ossements sont suffisamment nombreux pour envisager la proximité, cette fois, d'un atelier d'artisanat qui serait lié ici à la transformation de l'os, et que l'on appelle donc tabliaterie. Ce sont donc des artisanats qui utilisent une matière première qui est l'os pour fabriquer des objets. Donc là aussi, il faut se montrer extrêmement prudent, puisqu'on est vraiment au tout début des études spécialisées, on est même encore avant, on est dans une pré-phase de recherche, pour l'instant surtout dans de l'inventaire, mais là aussi, c'est une hypothèse qui demande à être vérifiée, mais qui est pour le moment valable. Également aussi, en fonction des éléments d'os sciés, d'os découpés, qu'on a retrouvé dans ces cagettes de mobilier de fouilles anciennes, on n'est pas en mesure pour l'instant de dire qu'est-ce qui a pu être fabriqué à partir de ces os. Donc je reste toujours dans le registre de la tabliaterie, c'est-à-dire de l'artisanat de l'os, avec cette fois ici des objets qui ont été complètement transformés, des objets qui ont été utilisés par les habitants de Néry-les-Bains au quotidien. Et pour le moment, c'est impossible de faire le lien entre ces objets complètement amenés, finis, façonnés et les chutes d'os, notamment ici. On ne peut pas faire de lien, puisque ici, on ne sait pas ce qui a pu être fabriqué. Donc, ici, des objets du quotidien, notamment à gauche, une aiguille en os fragmentée, donc en 3 parties, retrouvées donc dans les cagettes qu'on a inventoriées. Donc là, je vous renvoie de nouveau à ce qui est exposé au musée gallo-romain de Néry, donc d'autres aiguilles, cette fois mieux conservées, et puis façonnées différemment. Donc également aussi, on a retrouvé un certain nombre de rondelles en os, donc dans les cagettes. Là aussi, on peut se demander à quoi elles pouvaient servir. Peut-être s'agissait-il ici de jetons de jeu, ou peut-être aussi d'éléments de marqueterie. Et la marqueterie, c'est essentiellement utilisé, ce sont des éléments de décor, découpés notamment pour les coffres, par exemple. On peut aussi retrouver des éléments de charnière de coffres en os. Je change de type d'objet. Donc j'aborde à présent les objets en métal, avec en premier lieu bien sûr les objets en fer, que l'on retrouve là aussi en très très grande quantité sur le site du Péchin, donc fouillé par Michel Desnoyers. Donc ces objets, vous le voyez, sont toujours la plupart du temps très abîmés, enfin ils sont rouillés, et le problème c'est qu'ils continuent aussi à s'abîmer aujourd'hui, donc ils vont nécessiter peut-être une forme de conservation un petit peu plus spécifique. Donc ces objets sont rouillés, s'abîment, du coup pour nous c'est pas facile de déterminer de quoi il s'agit. Mais bon, on se rend compte quand même que dans une écrasante majorité, il s'agit de clous. Par exemple des clous de charpente, etc., des clous tordus. Également ici aussi, on rencontre des objets difficilement déterminables pour nous, ce qu'on appelle des amas ferreux. Et en fait, là, il faudra aussi l'intervention de spécialistes, peut-être pour restaurer ces objets ou les passer à la radio pour pouvoir déterminer de quoi il s'agit précisément. Donc également ici, on retrouve parfois des clous de chaussures, de sandales romaines, donc il faut simplement imaginer une grosse punaise. Au milieu ici, vous avez donc ces fameuses scories. Donc ces scories, en fait, ce sont des déchets, des déchets, des gros résidus de fer qui sont donc issus de la métallurgie.
Donc en fait, on a ici les preuves que des bas fourneaux ont été employés sur le site du Péchin, donc le site du futur cimetière, de la future annexe du cimetière. On en a retrouvé dans les cagettes plus d'une centaine de fragments. Donc là, c'est vraiment la preuve indéniable d'une activité métallurgique à l'époque romaine sur le site du Péchin, donc une métallurgie liée au fer. Cette activité en plus est encore attestée par la découverte de fragments de creuset que Simon mentionnait tout à l'heure. Ces fragments de creuset sont là aussi des outils de forgeron. En fait, donc celui-ci est vraiment petit. En fait, on place dedans du minerai destiné à être fondu, on le met au feu et ensuite le récipient contient le métal fondu. Donc là, on sait aussi que ce n'est pas du fer qui a été mis dedans, puisque le fer n'a pas besoin d'être fondu. Ça peut très bien être du plomb qui a pu être coulé dedans, fondu dedans, ou encore du bronze, ou encore autre chose, peut-être de l'or, rien n'est à exclure. Il faut faire des études spécialisées pour examiner ça, notamment des études de la place, pour voir s'il y a des résidus de ce métal qui a pu rester dedans. Ensuite, un autre type d'objet en métal, donc il s'agit du bronze, qu'on appelle alliage cuivreux maintenant. Donc, alors le bronze, jusqu'à maintenant, on n'a pas retrouvé en des grandes quantités dans les caisses. On n'a que quelques caisses qui en ont révélé. Donc on a eu divers types d'objets. Ce qu'on a retrouvé assez souvent, c'est pas le dire, mais ce qu'on a retrouvé de temps en temps, disons, ce sont des fragments de fibules. Donc en voici une retrouvée dans les cagettes qu'on a été amené à trier. Et ici, vous avez en quelque sorte son équivalent exposé au musée de Néry. Donc j'en ai mis une volontairement modeste, juste pour vous inciter à aller au musée de Néry-les-Bains. Vous en avez de magnifiques exposés au musée de Néry-les-Bains. Il ne faut pas hésiter à aller les voir, elles sont magnifiques. En fait, ces fibules, qu'est-ce que c'est hein? Donc, ceux qui étaient à la fête romaine du 28 le savent peut-être, puisqu'il y avait un atelier de fabrication de fibules. Sinon, en fait, il s'agit en quelque sorte des broches qui permettaient de tenir les vêtements. Donc en fait, on peut avoir de véritables bijoux. Également aussi, on a pu recenser au moins un anneau en bronze, en alliage cuivreux, ainsi aussi que des petites plaques qui sont pour le moment indéterminées et des fragments qui nous apparaissent informes. Donc là aussi, les études à venir avec les spécialistes permettront peut-être d'apporter des précisions sur ces objets. Donc, au sujet des monnaies découvertes au cours des fouilles du Péchin et qui sont signalées par Michel Desnoyers dans ses rapports, bon, pour l'instant, on ne les a pas encore retrouvées. Donc, je change de type d'objet. Donc, je passe au fragment de verre. Donc, vous vous en doutez, ce sont des objets extrêmement fragiles et qui se conservent très mal, surtout dans des couches archéologiques. Et bien, en fait, on en a retrouvé en grande quantité dans les caisses, les cagettes des fouilles de Michel Desnoyers. Donc beaucoup de fragments informes ont été retrouvés, notamment ici on n'en a que 3, mais voilà, c'est surtout ce genre de choses que l'on retrouve, mais parfois aussi on retrouve des choses beaucoup plus sympathiques. Donc ce qui ressort aussi, surtout, c'est que ce sont des éléments de vaisselle en verre qui apparaissent, donc par exemple tout simplement des coupelles pour reboire de l'eau, du bain, etc. À gauche, je vous ai mis un biberon complet, donc exposé au musée de Néry-les-Bains. Pour vous montrer un petit peu la vaisselle de verre. Il y a d'autres éléments à aller voir au musée de Néry. Également aussi, on trouve des balsamaires. Vous en avez un ici d'une bonne dimension, retrouvé dans les caisses. Ici, vous avez donc le goulot, vous avez le col, le goulot et le début du corps, le début de la panse. Et en fait, les balsamaires peuvent par exemple servir de conteneur pour un liquide précieux, tel que de l'huile parfumée par exemple. Donc également aussi, on a retrouvé quelques perles, donc certaines sont très exotiques. Donc là aussi, les études à venir permettront de préciser de quoi il s'agit, peut-être aussi d'où ça provient. Et on peut aussi retrouver, donc je n'ai pas mis en diapo, mais on peut aussi retrouver du verre à vitre. Ça existe à cette époque. Donc également, autre élément intéressant à signaler, on a retrouvé et conditionné peut-être quelque chose comme plusieurs dizaines de coquilles d'huîtres. Donc ça, c'est tout simplement la preuve que le commerce est attesté à Néry-les-Bains,
et qu'on a consommé sur place, donc des denrées maritimes lointaines, donc dès l'Antiquité. Mais d'une façon générale, il ne faut pas envisager que cette présence d'huîtres suppose une population extrêmement aisée, parce que finalement, des huîtres, on en retrouve beaucoup en Gaule romaine sur les différents sites qui sont fouillés. Donc c'est quelque chose finalement d'assez courant. Donc pour terminer, je pense que... c'est bon. Donc pour terminer ma partie, en fait, j'aborde juste les matériaux de construction qui ont été retrouvés dans les cagettes du Péchin. Certains de ces matériaux d'ailleurs prouvent que le site n'a pas eu qu'une vocation artisanale. On retrouve notamment donc les fameuses tuiles romaines qu'on appelle tégulées. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'on est sur des constructions luxueuses ou quoi, au contraire, ce sont des choses qui sont extrêmement courantes sur quasiment la totalité des sites romains qui sont fouillés, en tout cas en France, mais partout ici. Donc des choses très très fréquentes qu'on trouve par exemple pour la toiture des bâtiments, des habitats, des ateliers de forgerons, etc. Dans les sanctuaires aussi, ce sont des types de couvertures habituelles, donc quelque chose de très fréquent. Donc bien sûr, ce qu'on retrouve, ce sont des petits morceaux, et là vous avez ici une tuile complète en réserve, enfin stockée pour l'instant en réserve au musée de Mairie. Ensuite, des choses beaucoup plus sympathiques. Donc les enduits-peints. Donc qu'est-ce que c'est un enduit-peint? C'est tout simplement en quelque sorte la peinture murale qui était donc fixée au bâtiment, donc sur les murs. Et on peut aussi envisager qu'il puisse s'agir pour l'époque un petit peu des tapisseries que l'on retrouve à l'époque moderne chez nous par exemple. Donc ces enduits-peints sont très fréquents à l'époque romaine et partout. Ce qu'on retrouve au Péchin au niveau des décors, on a surtout des motifs, ça se voit peut-être pas très bien, on a des motifs linéaires, on a aussi des motifs géométriques ou encore des motifs ondulés. Différentes couleurs aussi ont été remarquées, du rouge, du jaune, du vert, du noir, du blanc, peut-être du bleu aussi. Donc au Péchin, on a dénombré plusieurs dizaines de cagettes qui contiennent des fragments d'enduit-peint, donc de diverses tailles, des petits comme ça, comme des plus gros. Donc là, assurément, on a un gros potentiel d'études à venir. On pourra peut-être reconstituer des panneaux d'enduit-peint, comme ça a été le cas pour ce remontage au musée du Carnavalet à Paris. Donc là, voilà, assurément, un potentiel d'étude qui est vraiment intéressant. On peut aussi, les spécialistes peuvent étudier aussi les décors, ils peuvent même dater des enduits-peints grâce à la présence des décors. Et aussi, on peut étudier par exemple les procédés d'application. Et là, du coup, la cagette du Péchin que j'ai mis en exemple à gauche, vous en avez deux qui semblent beaucoup mieux conservées que les autres. En réalité, je les ai juste humidifiées pour faire ressortir les couleurs. Ici, vous avez tout simplement la substance blanchâtre, en fait, c'est juste 40 ans de poussière accumulée sur les enduits-peints. Donc voilà, vous avez vraiment un potentiel de décor vraiment intéressant pour Néry, en tout cas pour le Péchin. Donc, et également aussi, on a retrouvé dans les cagettes des fragments de marbre et de calcaire taillés. Donc ce sont des éléments décoratifs. On en a retrouvé notamment en plaque, donc en plaquage, et ça peut exister sous d'autres formes, par exemple des moulures. Donc ça, par contre, ça peut renvoyer sans problème à des constructions luxueuses. Donc les spécialistes et les géologues pourront peut-être nous dire, par exemple, pour le marbre, quelles sont les carrières d'approvisionnement. Est-ce qu'on a affaire à du marbre qui vient de France? Est-ce qu'on a affaire à du marbre qui vient d'Italie ou encore de Grèce ou d'ailleurs? Donc ça, c'est possible de le déterminer avec des études poussées. J'ai presque fini. Et le dernier point donc, que je voulais aborder avec vous, que l'on voulait aborder avec vous, donc les mosaïques, puisque on a eu la bonne surprise de retrouver quelques tesselles de mosaïques dans les cagettes. Donc pas beaucoup, hein, moins d'une dizaine, mais quand même, c'est intéressant. Donc les tesselles de mosaïque, donc, ça se présente de cette manière-là, hein, c'est un petit cube, tout simplement. En général, ça peut atteindre 1 cm3. C'est souvent taillé dans la roche, mais en l'occurrence, pour le Péchin, ce sont des tesselles faites en pâte de terre. Donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, la présence de ces tesselles, ça indique la présence au Péchin, donc soit d'anciens panneaux de mosaïque, disposés peut-être sur les sols ou alors sur les murs. Donc voici un exemple de panneau mosaïque.
soit également, autre possibilité, ces tesselles de mosaïque pouvaient être utilisées, être intégrées en fait, à une composition plus grande, à l'exemple de cette sorte de roue qui a été retrouvée sur un sol en terrazzo à la villa de Chéberne, qui a retrouvé donc, par Jérôme Hénique en 2011. Voilà, donc un élément de décor important avec donc, ce que vous voyez en noir, en fait, ce sont des incrustations de pierre noire. Donc il n'est pas exclu que ces tesselles de mosaïque aient pu servir peut-être pour des décorations, juste en prenant quelques tesselles de mosaïque. Donc quoi qu'il en soit, l'ensemble de ces éléments que je viens juste de vous présenter, ces éléments de construction, ça permet d'envisager un bâtiment luxueux ayant pu exister au Péchin, ou alors, enfin, sur la fouille du Péchin, ou alors à proximité plus ou moins immédiate de la fouille. Donc la construction d'un bâtiment luxueux durant l'Antiquité. Mais pour le moment, pour l'instant, il n'est pas encore possible de dire s'il s'agissait d'une maison aristocratique ou alors d'un bâtiment public. Voilà. Donc au terme des 2 premiers mois de notre travail, nous avons traité près de la moitié des cagettes entreposées dans le local aussi du cimetière, reconditionné dans plus de 250 caisses et 1600 sachets de mobilier archéologique, inventorié plus de 100 000 fragments d'objets, bu environ 50 litres de thé et mangé 25 paquets de gâteaux. Lors de notre travail, nous avons trouvé quelques beaux objets, mais la grande majorité du mobilier que nous avons traité était très fragmentaire. Si les belles pièces pourront rejoindre les vitrines du musée, les fragments même les plus anodins sont tout aussi importants aux yeux des archéologues. Ce sont des éléments de la vie quotidienne et ils sont essentiels pour la compréhension de l'occupation et de la vie quotidienne de ces sites. Cet inventaire préalable aux études des spécialistes nous a d'ores et déjà permis d'apporter quelques éléments supplémentaires dans la connaissance du site du Péchin. En ce qui concerne la chronologie de l'occupation, les céramiques nous invitent à envisager une fréquentation dès l'époque gauloise. Pour la fin de l'Antiquité, nous avons également noté une présence humaine diffuse sur le site, écartant dès à présent l'hypothèse d'un abandon brutal du site dû à des invasions. Donc, la préétude que nous avons réalisée a permis de confirmer la vocation artisanale et résidentielle du quartier antique du Péchin. La présence d'enduits peints décorés, de marbre et de mosaïques nous invite à envisager la présence de constructions luxueuses sur le site. Les habitants du quartier vivaient à la romaine, comme l'indique par exemple la présence d'amphores ayant contenu de l'huile de bétique ou du vin. Une fois inventorié et reconditionné, l'abondant mobilier archéologique pourra être conservé dans de bonnes conditions et mis à disposition des étudiants et des spécialistes pour des études ultérieures. À terme, l'étude de l'ensemble du mobilier et la reprise des plans de fouilles pourront permettre, à la lumière des connaissances nouvelles en archéologie, de compléter l'interprétation du site formulée par Michel Desnoyers dans les années 1970. L'objectif étant de traiter l'ensemble des cagettes stockées dans le local, ce travail d'inventaire et de reconditionnement va être poursuivi durant le mois de septembre et très vraisemblablement en début d'année prochaine. Nous allons reprendre le mobilier archéologique issu des fouilles des Vilates, des Grandes Vignes, de Chéberne et des Billets. Donc, lors de vos futures visites du musée, n'hésitez pas à venir nous rencontrer dans la véranda. Nous discuterons avec vous avec plaisir et nous aurons certainement l'occasion de vous présenter nos nouvelles redécouvertes. Merci beaucoup pour votre attention. C'est ma faute. Alors attends. Voilà, je voulais juste remercier, je sais pas si on m'entend. Je voulais juste remercier Simon, Vincent et Élise pour cette conférence. C'est un exercice qui est difficile, mais vous en êtes très bien sortis. Et en plus, le sujet est difficile et le travail, c'était vraiment un travail de fourmi. Et là encore une fois, vous avez beaucoup travaillé, on l'a vu. Je corrige, c'est pas 25 paquets de gâteaux, c'est beaucoup plus. Voilà. Je pense qu'il est inutile de rappeler que vous pouvez aller au musée de Mérite. Je pense qu'ils m'ont assez fait la pub pour le musée
Mais c'était important de vous présenter aussi ce travail, parce que très souvent, on vous présente les fouilles, à proprement parler, et puis le musée, et on ne sait pas ce qui se passe entre-temps. Et en fait, entre-temps, c'est un long travail qui n'est pas toujours facile, c'est vraiment laborieux certaines fois, et en même temps, ça permet de mettre en valeur voilà, tout ce travail qui est très intéressant, et toutes ces petites étapes qui amènent à la réalisation des vitrines des musées. Donc merci encore à vous, bravo, et puis il faut encore du courage pour continuer, parce qu'il reste encore beaucoup de cagettes. Donc ils sont à votre disposition si vous avez des questions, si ça ne fait pas trop de l'arsène, on peut passer le micro également si vous avez des choses à leur demander. Oui. Pas de questions. C'est parfait, c'était très clair. C'est bon signe. Très bien. Alors si vous n'osez pas les questions au micro, ils sont là encore quelques minutes, hein, si vous avez envie de venir discuter avec eux. Même si vous n'avez pas de questions, si vous voulez simplement venir les voir, en savoir un petit peu plus sur leur travail, n'hésitez pas. Et puis sinon, je vous souhaite une très bonne fin de soirée à Néry. Et n'oubliez pas qu'il y a d'autres conférences, on est dans un cycle de conférences tout le mois de septembre. Donc vous pouvez revenir jeudi prochain, donc le 8 septembre, on aura